il n'est pratiquement pas d'activité pour laquelle s'exprimer clairement ne soit essentiel. Si l'on veut être embauché, il faut savoir exposer son cas. Si l'on fabrique un produit, il faut savoir le vendre. Si l'on négocie un accord, il faut savoir convaincre. Si l'on entend lutter pour ou contre quelque chose, il faut des arguments clairs, correctement groupés. Et plus l'on veut monter dans l'échelle sociale, plus cela est vrai. Le droit, puisque nous vous accueillons ici en faculté de droit, le droit, par définition, est lié aux plaidoiries, donc à la parole et à la parole convaincante. Il est certain que presque tous les métiers impliquent l'exposé clair ou le plaidoyer. Les raisonnements, les réfutations, la perception des intentions d'autrui, le talent d'omettre ou bien d'insister. Bref, un art de s'exprimer qui peut être plus ou moins poussé, mais constitue un des facteurs premiers de la réussite. Puisque le concours d'éloquence, la finale du concours d'éloquence, est l'un des événements qui jalonnent aujourd'hui la journée nationale de l'accès au droit telle qu'elle a été déclinée en Mayenne. Si on a lié ce concours d'éloquence avec l'accès au droit, c'est pas innocent. On vous l'a déjà dit, notamment à travers les paroles de Jacqueline de Romilly que Sylvie Le Breton derrière vous a cité. Savoir parler, c'est aussi comme ça qu'on peut faire valoir ses droits. C'est quand on sait s'exprimer, c'est quand on sait convaincre, c'est quand on sait poser des questions qu'on peut en connaître plus sur ses droits et qu'on peut les faire valoir. Et c'est pour ça que c'était important pour nous de pouvoir associer la finale du concours d'éloquence à la journée nationale de l'accès au droit. Vous n'avez pas compris la situation? Vous vous êtes senti rejeté? Mal? Eh bien, c'est ce que vit une personne en situation de handicap chaque jour. Vous connaissez la loi du 14 février 2005 sur le handicap? Vous savez, il existe beaucoup de lois sur l'accessibilité, mais malheureusement, elles sont la plupart du temps méconnues ou non appliquées. La première fois, c'était en 1975, inscrit noir sur blanc dans la loi. Les aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, doivent être accessibles aux personnes handicapées. En 2005, rebelote. La loi sur l'égalité des chances pose le principe d'une accessibilité pour tous. Vous trouvez ça normal de ne pas pouvoir aller à l'école de son quartier car il n'y a pas d'ascenseur? Moi, je trouve ça injuste et répugnant de rajouter un handicap à une personne qui en a déjà un. Franchement, il faut le faire dans sa vie, ça au moins une fois, avoir un public pour nous écouter, dire ce qu'on a à dire devant des gens peut-être qui ne savent pas. Par exemple, il y a eu tellement, il y en a qui ont parlé sur la terre, d'autres sur le sexisme, d'autres sur les violences conjugales, sur le handicap, sur le populisme. Il y a eu plein de thèmes différents. Par exemple, moi, pour ma part, je ne connaissais pas du tout le populisme. Et là, le fait d'apprendre comme ça, c'est pas le fait juste de parler devant un public, c'est aussi d'écouter les gens ce qu'ils ont à dire et c'est superbe en fait. Moi, si j'étais candidate, non pour être élue en tant que présidente de la République française, mais en tant que déléguée d'une classe de 4e, juste pour être élue, je vous promettrai de finir les cours à 14h et de manger des frites tous les jours. Je serai donc populaire grâce à une idée populiste irréalisable. De plus, la plupart des personnes populistes font partie d'une certaine élite de la société et n'ont pas les mêmes conditions de vie que le peuple, et ne peuvent donc pas se mettre réellement à leur place. Donald Trump est milliardaire, Bolsonaro est un ancien général, Marine Le Pen est la fille d'un millionnaire. Alors, à quoi ressemble leur populisme? Peuvent-ils vraiment se mettre à notre place sans avoir les mêmes conditions de vie que nous? Pour conclure, je dirais qu'il ne faut pas forcément être populiste pour être élu. Le populisme étant devenu de la démagogie, le terme n'est plus amélioratif. Bien au contraire, le populiste agira pour ses intérêts personnels. Alors qu'une personne qui dit ce qu'elle pense, sans chercher à séduire son peuple, peut aussi être élue. Car oui, mesdames et messieurs, la sincérité, c'est comme la vérité. Tout le monde la veut, mais on ne l'entend peu.
commencé les répétitions, c'était en mois de novembre. Au mois de novembre, on commençait à savoir, on faisait des débats. Il y avait une équipe qui défendait le pour et une équipe qui défendait le contre. Après, on a commencé par écrire nos textes. Il y a des avocates qui sont venues nous aider pour nous donner des idées, de ce qu'on pourrait parler, tout ça. Et après, il y a eu un comédien qui est venu nous aider à mettre en voix en fait, notre texte, la mise en scène, tout ça, comment fallait être, les techniques pour bien parler, bien articuler, ne pas être trop stressé, ne pas tout le temps tenir son pupitre, savoir se déplacer, etc. Notre professeur d'histoire a créé une classe défense, donc du coup on avait pour but de participer au concours d'éloquence. Donc on a beaucoup travaillé sur les textes, sur les devoirs de mémoire. Et du coup après on a écrit nos textes et le prof nous a aidés. Puis voilà. Quel a été votre discours? Sur quel sujet vous l'avez fait? La ségrégation raciale. Suite à son engagement pour l'emploi et la liberté, il prononcera le discours I Have a Dream devant le Lincoln Memorial le 28 août 1963, dans lequel il évoque une Amérique fraternelle où les Noirs et les Blancs pourraient vivre ensemble, en harmonie et avec les mêmes droits civiques. Son engagement le tuera d'une balle dans la gorge. De la même gorge avec laquelle il avait prononcé ses plus beaux discours et défendu la communauté noire. Son engagement a permis aux Noirs et aux Blancs de vivre ensemble, sans discrimination. Il a perdu sa vie afin que les générations qui l'ont suivi en aient une meilleure. Et son engagement ne lui aura rien apporté personnellement. Il aura simplement gagné une balle. Cette personne dont je vous parle depuis le début se nomme Martin Luther King. Vous rappeliez-vous quand vous étiez petit, les départs en vacances, à 4 sur la banquette arrière, et pas une seule ceinture. Papa au volant, fumant une petite cigarette, et maman à côté, le chien à ses pieds. Et c'est parti pour une nuit avec un minimum d'arrêt pour arriver le plus vite possible à destination. Maintenant, ce n'est plus possible. De toute façon, la voiture sonne si tu n'es pas attaché. Même le chien a un harnais. Et toutes les 2 heures, une pause s'impose. Nous avons effectivement perdu en liberté, mais dans le but de réduire de plus de la moitié le nombre de morts sur la route. Il en va de même pour les fumeurs. Ils mettent aussi la vie d'autrui en danger. Quand les parents boivent, les enfants trinquent. Mais quand les parents fument, les enfants toussent. On m'a décelé une maladie, ou plutôt un virus, très contagieux. Aucun traitement n'a encore été trouvé. Ce n'est pas quelque chose dont on entend souvent parler, et plutôt tabou, on préfère le cacher. J'ai passé quelques jours chez moi, loin de toute population. Le virus que j'ai porte le nom d'augurium. C'est une contamination de bonheur, car d'après les médecins, la bonne humeur se propage sur les autres cœurs. L'homme profite de l'homme. À Saint-Lambert, qui disait si bien à travers son récit Ziméo, vous saurez que votre argent ne peut vous donner le droit de tenir un seul homme dans l'esclavage. Ils ne savent pas. Indignez-vous de savoir que des économies entières se fondent sur la traite d'humains, la servitude forcée. Eh bien, où va le monde? Cessons de faire taire la bête, cessons de refouler la vérité. Tant de voix se sont élevées face à l'esclavage durant les décennies passées, tant de voix pour porter la parole muette des opprimés. Il y a eu, à toute époque, des personnes assez sensées pour réaliser la nature de cette iniquité. Aujourd'hui, il faut continuer de lutter pour la liberté de chacun, que la justice soit rétablie. Si les gays n'ont pas choisi d'être homosexuels, que leur sexualité est saine et en plus naturelle, pourquoi y a-t-il encore tant de clichés à leur égard? Il y a encore contre eux des stigmatisations qui leur attribuent des caractéristiques reconnaissables. J'en veux pour preuve ce genre d'hommes sérieux que je peux voir à la télévision, par exemple des militaires qui affirment « Les gays sont faciles à reconnaître, ils sont tous efféminés et maniérés, c'est pas des vrais soldats ». Ben oui, c'est vrai, les gays ils sont tous coiffeurs ou artistes, ou alors ils travaillent dans la décoration, ou dans le théâtre, ou dans la communication. Ben non, désolé, mon général, mais il y a des rugbyman homosexuels, des camionneurs gays, des maçons, des garagistes, oh, et des militaires. Les arbres sont comme les poumons de notre planète, car ils transforment le CO2 en oxygène.
Ils sont aussi essentiels à la survie de certaines espèces, telles que les primates. Les glaciers du pôle sud fondent. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, le petit ours polaire! Oui, eh bien, il est sûrement mort. Nos amis, les habitants de l'Antarctique, survivent en dos crawlé depuis 10 ans. Aimeriez-vous, vous, voir votre habitat fondre comme neige au soleil, ou bien pire, qu'il soit remplacé par des blocs de pierre de 50 mètres de haut qui gratteraient le ciel de leur doux pelage bétonné? Non, eh bien moi non plus. C'est pourquoi il faut réagir. Stopper l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cela provoque un réchauffement anormal de notre planète. Les conséquences, me diriez-vous? La fonte des glaciers, le déplacement de certaines espèces vers le nord, ainsi que l'augmentation de phénomènes météorologiques tels que les cyclones ou bien les tsunamis. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, je voulais vous amener à réfléchir pour que nous combattions ensemble le réchauffement climatique. Des mesures ont été prises à travers la France et ont porté leurs fruits. Seulement, les ZEP ne sont pas les seules zones à avoir besoin d'aide. Les zones rurales sont oubliées et nous ne pouvons supporter cette injustice. L'isolement géographique est une prison dont on ne peut ouvrir les portes sans de grands efforts et bien sûr de l'aide. Je suis mayennais, j'ai des projets, alors donnez-moi les moyens de les réaliser. Ma cousine s'appelle Lisa. Ma cousine est grande et mince. Ma cousine, elle est belle. Elle a les yeux verts, les cheveux courts et bruns. Ma cousine, elle a 2 mains, 2 pieds, 2 oreilles, un nez, une bouche comme vous et moi. Ma cousine, si vous la croisez dans la rue, elle ira vous voir, elle vous fera des gestes, vous la regardez d'un air suspect, parfois même vous sourirez. Vous la trouvez étrange? Ma cousine Lisa, elle est autiste. Comme 80% des enfants autistes, ma cousine Lisa n'est pas scolarisée. 80%! Est-ce normal? Je me trompe peut-être, mais l'école n'est-elle pas obligatoire? Apparemment, cette loi ne s'applique pas aux autistes. Alors, me direz-vous, Lisa doit aller dans une école spécialisée? Les écoles spécialisées pour accueillir des autistes en France, il n'y en a pas, du moins pas après la maternelle. Par ailleurs, parlons de ces écoles. Il y en a 17 en France. La plus proche de chez moi se situe à Laval. Pour trouver des écoles spécialisées, il faut se rendre en Belgique. Alors, parents d'enfants autistes, faites de la route, emmenez vos enfants autistes, quittez votre famille, votre travail. Mais souvenez-vous de Blaise Cendrars, quand on aime, il faut partir. Alors, que fait la France? Pourrait-on mettre un peu d'argent de côté pour les accueillir? C'est la crise, me direz-vous? Non, c'est une question de priorité. Nos ronds-points bien fleuris ne servent à personne, excepté à faire joli. Alors cessons de gaspiller et revoyons nos priorités. Place à l'éducation. Mesdames, messieurs, trouvez-vous normal qu'à cause d'une molly de pomme et d'un serpent imaginaire, la femme endosse tous les maux de la terre? Genèse chapitre 3, verset 16. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi? Voici les paroles bibliques. Il est donc écrit et justifié que, mesdames, nous restions inférieures pour l'éternité. Assez rapidement finalement parce que déjà au bout de 2-3 sessions d'oral vraiment voilà, on les voyait s'affirmer un peu plus et puis prendre de l'aisance quoi, vraiment. Je sais pas si c'était le cas pour vous. Moi ça a été, j'avais 2 élèves que j'avais en classe, 3 élèves que j'avais en classe que j'ai vu dans le cadre de l'atelier, mais c'est métamorphose là, c'est pas changé, c'est métamorphose. Ah oui, véritablement. C'est le moment où on s'est rendu compte qu'on était un groupe et que finalement au début on était beaucoup plus, puis finalement on est resté un petit noyau soudé et se rendre compte qu'on avait cette cohésion et que finalement on n'hésitait plus à prendre la parole les uns devant les autres. Je pense que moi c'est ce moment-là que j'ai le plus apprécié et qui me marquera le plus parce que finalement même si on se connaissait pas beaucoup, même si on est dans le même lycée, on est devenu un vrai groupe soudé et nous on est l'atelier éloquence et on le restera. C'était grâce à Jacques qu'on a réussi vraiment à se libérer, à ne plus avoir honte de ce qu'on disait, à ne plus avoir honte de dire tout et n'importe quoi.
Le jury a été encore une fois assez surpris par la qualité des prestations des différents finalistes. Et la délibération n'a pas été simple, même si on était à peu près d'accord sur un ou deux finalistes candidats. On a dû créer un prix supplémentaire pour satisfaire tout le monde et on va le dévoiler tout à l'heure. Voilà. Maîtrisez son temps. Ne faites pas du temps votre ennemi, mais plutôt votre ami. Arrêtons de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Par exemple, arrêtons de remettre la visite de notre grand-mère au mois prochain. Allons-y dès maintenant. Comme dit Gandhi, vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre toujours. Alors Lou, tu nous avoues enfin que t'es lesbienne? Je le savais. Ça se voit dans ton attitude. Pourquoi tu portes ça? C'est pas fait pour toi. Et la prochaine étape? J'ai eu honte. Comme s'il me trouvait différente. Je ne l'ai plus remis au collège. Pour un t-shirt? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais dit que j'étais lesbienne? PD reste la première insulte prononcée dans les cours de récréation. Vous trouvez ça normal? Je finirai en citant Morgan Freeman. Je déteste le mot homophobie. Ce n'est pas une phobie. Vous n'avez pas peur. Vous êtes seulement des connards. Alors, à une époque où l'on cherche à tout prix le 1m80, la taille de guêpe et le 95C, eh bien je choisis d'être un homme. Je choisis d'être un homme pour me libérer de ce rôle de Barbie. Un rôle de Barbie porté par les médias et nos vies quotidiennes, à tel point que l'on ne s'en rend même plus compte. Vraiment, pensez-y. Sommes-nous outrés de voir des poupées au corps parfait dans les mains de très jeunes filles? Sommes-nous outrés d'avoir un seul et unique modèle de corps? Un corps sculpté par les désirs de l'homme? Non, car la femme est dans les mœurs un corps désirable ou un corps à moquer. C'est ainsi un postulat irrémédiable. Ce dispositif vise à favoriser l'égalité des chances auprès des habitants de ces quartiers, notamment les jeunes. Et on sait aussi que dans ces établissements et dans ces territoires un petit peu spécifiques et prioritaires, on remarque un manque d'ambition parfois. Les jeunes ont un peu du mal à se projeter, par exemple dans des études supérieures. La fac, c'est pas pour eux. L'université, c'est pas pour nous. Bref, ce sont des discours qu'on entend régulièrement. Par ailleurs, on sait que la problématique de l'oral, c'est quelque chose qui est assez finalement discriminant pour les enfants. Il y a l'oral du brevet, l'oral du bac. C'est là où on sent que les jeunes ont parfois des difficultés qui finalement les mettent en plus grand désarroi par rapport à cet exercice. Alors, donc, par ailleurs, ce concours d'éloquence, il vise un petit peu à stimuler un petit peu les jeunes, à leur donner un petit peu de l'envie, de l'ambition, de la réussite, tant dans leur orientation professionnelle que dans leur vie quotidienne. Donc, en ce sens, ce concours d'éloquence s'inscrit mais pleinement dans les objectifs donc, de la politique de la ville, et c'est à ce titre que nous l'avons mis en place. Maintenant, je pense que c'est un concours qui dépassera nettement la notion simplement de territoire prioritaire, parce que c'est un exercice utile à tous les jeunes.